Peux-tu expliquer comment fonctionne une machine à coudre? Je veux dire, réfléchis-y. Nous les avons tous vus. Il y a cette petite aiguille qui monte et descend très rapidement, laissant derrière elle une trace de point. Mais si tu y penses un instant, comment est-ce qu'elles font ça? Parce que l'aiguille ne passe jamais vraiment entièrement à travers le tissu. Si tu coudes à la main, tu dois faire passer l'aiguille de haut en bas. Tu dois lâcher l'aiguille et la saisir de l'autre côté. Donc, pour inventer la machine à coudre, nous avons d'abord dû inventer une toute nouvelle façon de coudre. C'est l'une de ces choses auxquelles presque personne ne pense, mais qui est tellement importante. Chaque vêtement que tu as porté a pratiquement été fabriqué par une machine à coudre. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les machines à coudre, et je te promets que quand tu le découvriras, tu trouveras ça tellement satisfaisant. Et ce que tu réaliseras, c'est que ces machines accomplissent de minuscules miracles mécaniques chaque seconde. La pédale est juste devant ton pied droit. Tu peux simplement y poser doucement le pied. Pas besoin d'appuyer fort. Vas-y doucement et tu devrais pouvoir commencer à avancer. D'accord. Très bien. C'est incroyable. Je trouve que ça détend l'esprit. Si je devais coudre deux morceaux de tissu ensemble, voici comment je procéderais, en passant l'aiguille d'avant en arrière à travers les deux épaisseurs de tissu. Cela s'appelle un point droit, et il existe des points plus sophistiqués que tu pourrais faire, mais si tu essayes de mécaniser n'importe quel point fait à la main, tu te heurtes à un problème majeur, qui est qu'à chaque fois que tu fais passer l'aiguille à travers le tissu, tu dois la lâcher d'un côté et la reprendre de l'autre côté. C'est presque impossible à réaliser pour une machine, du moins pour une machine d'il y a 200 ans. Donc, pour inventer la machine à coudre, nous avons d'abord dû trouver une toute nouvelle façon de coudre, et cela s'est produit en 3 avancées majeures. Les humains cousent des vêtements depuis des dizaines de milliers d'années. En 2016, des chercheurs ont trouvé une aiguille dans une grotte en Sibérie qui date d'environ 50 000 ans. Le plus incroyable, c'est que les Homo sapiens ne vivaient pas dans cette grotte. Elle était habitée par les Denisoviens, une espèce d'humains aujourd'hui éteinte. Donc, la couture n'est pas uniquement une activité des Homo sapiens. C'est une activité humaine. L'aiguille est en os, mais sinon, elle ressemble à n'importe quelle aiguille moderne. Un bout pointu pour percer le tissu et un œil à l'autre bout pour le fil. Les aiguilles sont restées pratiquement inchangées pendant des dizaines de milliers d'années. Les artefacts provenant de grottes en France, en Égypte ancienne, en Grèce, en Inde, en Chine et au Japon ont tous à peu près le même aspect. Cela jusqu'en 1755. Charles Frédéric Wiesenthal était un inventeur allemand vivant en Angleterre. Nous ne savons pas exactement ce qui l'a motivé, certains croient qu'il essayait d'inventer une machine à coudre, mais peut-être en avait-il juste marre de retourner l'aiguille 2 fois à chaque point. Mais ce qu'il a créé, c'était une aiguille tranchante des 2 côtés, de sorte que l'on pouvait faire passer l'aiguille d'avant en arrière à travers le tissu sans avoir à la retourner. Il a breveté son invention, une aiguille pour ornementer les tissus, ce qui a peut-être un peu accéléré la couture, mais l'aiguille à double face a livré un avantage inattendu utilisé par toutes les machines à coudre jusqu'à ce jour. Elle a déplacé l'œil de l'aiguille près de la pointe tranchante. Mais comment cela aide-t-il? Lorsque je mets l'aiguille dans le tissu, le fil passe bien en dessous du tissu, mais quand je la retire, le fil est aussi retiré. Il semble donc qu'on n'ait rien accompli. Nous devons trouver un moyen de faire se nouer le fil lorsqu'il est en bas du point pour l'empêcher de ressortir et heureusement, il existe 2 façons de le faire. Si tu peux garder une boucle de fil sous le tissu pendant que je retire l'aiguille, eh bien, je peux déplacer le tissu et faire passer cette aiguille à travers la boucle, formant un petit maillon. Et si je fais cela à nouveau, je peux former une chaîne de ces points. C'est pourquoi cela s'appelle un point chaînette. Le point chaînette a été l'un des premiers points réalisés avec succès par des machines à coudre. Il est vraiment difficile de dire qui a inventé la première machine à coudre. Il y avait tellement de gens qui travaillaient sur ce problème en même temps et il y a beaucoup de revendications concurrentes.
En 1790, Thomas Saint a dessiné des plans de brevet détaillés pour une machine à coudre, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais fabriqué un prototype. En 1814, Joseph Madersperger a obtenu un brevet à Vienne. Il lui a fallu une décennie pour construire la machine, mais il ne l'a jamais commercialisée. Il a passé le reste de sa vie à perfectionner le design. En 1830, le Français Barthélemy Timonier a construit sa propre version. Elle créait une couture en chaîne avec une aiguille à crochet. Il a obtenu un brevet et a ouvert une usine de vêtements avec 80 de ses machines. Là, ils ont commencé à fabriquer des uniformes pour l'armée française. Mais cette invention a suscité un grand scandale. Une foule de 200 tailleurs en colère a saccagé son usine et détruit toutes ses machines. Il a fallu encore quelques décennies avant que les machines à coudre ne soient suffisamment fiables pour être viables commercialement. Les deux méthodes les plus fiables pour fabriquer une machine à couture en chaîne ont été inventées presque en même temps, en 1857, lorsque James Gibbs et Charles Raymond ont reçu leurs brevets respectifs. Il m'a été facile de saisir la boucle de fil dans le modèle, mais c'est beaucoup plus difficile de concevoir une machine pour le faire de manière fiable et répétée. Le design de Charles Raymond utilisait un crochet. L'aiguille perce le tissu et entraîne le fil avec elle. Ensuite, lorsque l'aiguille remonte, le fil entre l'œil et le tissu se raccourcit et se plisse, formant un petit renflement de fil. À cet instant précis, le crochet tranchant attrape le renflement, l'étirant en une boucle. Et à mesure que l'aiguille revient vers le bas, le crochet se déplace en arrière et l'aiguille passe à travers la boucle. L'aiguille descend complètement, puis, lorsqu'elle se relève, le fil entre l'œil et le tissu se plisse à nouveau. Le crochet attrape ce renflement, tirant le fil dans une boucle pour que l'aiguille passe à travers une nouvelle fois. Gibbs avait un design similaire, mais le crochet était rotatif. Ainsi, à mesure que l'aiguille descend, le crochet attrape le fil. Le crochet rotatif tourne, la première boucle est libérée, puis le crochet attrape la deuxième boucle. Il a fallu à Gibbs 37 prototypes, tous sculptés dans du bois, pour obtenir la forme incroyable de cette boucle parfaite. Et ensuite, cette même forme a été utilisée sur plus de 80 modèles de machines à coudre pendant 80 ans. La boucle était maintenue par des morceaux de métal, suffisamment serrés pour qu'elle ne tombe pas, mais avec un écart suffisant pour que le fil puisse passer tout autour. Nous montrons ici un modèle simplifié pour plus de clarté. Mais il y a un défaut avec cette méthode simple de faire une couture en chaîne. Si le fil se détache, vous pouvez facilement tirer toute la couture. Il est étonnant de voir à quelle vitesse et à quel point le fil se tire parce qu'il y a à peine de friction avec le tissu. La seule friction qui maintient chaque point en place est la boucle du point précédent. Donc, une fois qu'un se défait, tous les autres se défont en chaîne. Les gens ont donc développé des coutures en chaîne plus complexes qui utilisent plus de fils et sont plus robustes. Vous trouverez probablement des coutures en chaîne maintenant pour tenir l'ourlet de vos jeans. Vous pouvez aussi broder de beaux motifs avec la couture en chaîne. Tout ce qui avait des points décoratifs était ce à quoi elle était initialement utilisée, mais ensuite elle a été utilisée pour tout, des lettres aux fleurs. C'est un peu comme faire de la gymnastique, essayer de deviner si je me dirige par ici, quel sera mon prochain chemin. On essaie de penser à l'avance, et je pense qu'au fur et à mesure que vous devenez plus compétent avec les machines, c'est là que votre travail commence à paraître beaucoup plus raffiné. En plus de la couture en chaîne, il existe une manière totalement différente de sécuriser le fil. Et honnêtement, c'est plutôt ingénieux. Tout ce qu'il faut, ce sont deux bobines de fil distinctes. Cette petite bobine s'appelle la canette. Voici comment ça fonctionne. L'aiguille traverse deux morceaux de tissu jusqu'en bas, puis vous faites passer la seconde bobine de fil complètement à travers une boucle du fil supérieur et vous ramenez l'aiguille vers le haut. Vous tirez l'excédent. Et ce que nous avons fait, c'est entrelacer ces deux morceaux de fil. C'est pour cela que cela s'appelle une couture à verrouillage. En 1846, Elias Howe a déposé un brevet pour cela et pour promouvoir sa nouvelle création, il a organisé une démonstration de couture en direct, lui et sa machine à coudre contre 5 couturières.
La machine de Howe fonctionnait, mais elle n'était pas élégante. La machine utilisait une aiguille courbée, le tissu pendait verticalement et elle ne pouvait faire que des points droits. 5 ans plus tard, Allen B. Wilson améliora de manière spectaculaire la machine à coudre à point de verrouillage, recevant 2 brevets, l'un en 1850 et l'autre en 1851. Le premier brevet concernait la machine à point de verrouillage avec navette vibrante. Bien qu'on l'appelle navette vibrante, elle oscille en réalité d'avant en arrière. À l'intérieur se trouve une petite bobine de fil. Lorsqu'elle avance, elle attrape le fil supérieur de l'aiguille, formant une boucle, et lorsque la navette passe à travers cette boucle, elle crée une couture verrouillée en entrelaçant le fil supérieur avec le fil de la bobine inférieure. Le mouvement de la navette est synchronisé avec le mouvement ascendant et descendant de l'aiguille. La navette est poussée par des pièces métalliques, suffisamment serrées pour ne pas tomber, mais avec assez d'espace pour que le fil passe tout autour de la navette. Ce type de machine à coudre était incroyablement courant à la fin du 19e siècle. Des millions de modèles 27 de Singer ont été fabriqués, et elles étaient d'une robustesse impressionnante. Il existe de nombreuses machines qui ont maintenant plus de 100 ans et qui fonctionnent toujours. Les machines à coudre ont été développées avant que l'idée de l'obsolescence programmée ne prenne son essor. Le deuxième brevet que Wilson a reçu en 1851 est à la base du fonctionnement de la plupart des machines à coudre modernes. Au lieu d'une navette qui se déplace d'avant en arrière, la canette se trouve à l'intérieur d'un crochet rotatif. Voyons comment cela fonctionne. L'aiguille descend en tirant le fil supérieur, elle va très bas, puis remonte légèrement, créant cette petite boucle juste ici, et lorsque le crochet rotatif arrive, il attrape cette boucle et tire encore plus de fil, de sorte que ce fil puisse passer entièrement autour de la canette, puis l'aiguille remonte. Nous tirons l'excédent et nous avons formé un autre point de verrouillage ainsi. De là, on pourrait penser que vous utilisez plus de fil du dessus, car lorsque ce fil arrive, vous devez faire passer une boucle entière autour du bobinage, mais ce fil est ensuite tiré vers le haut. Nous avons donc filmé au ralenti une machine à coudre utilisant un fil dégradé afin que vous puissiez voir combien de fil est tiré depuis le dessus. Cela semble beaucoup, mais au final, vous utilisez la même quantité de fil du fil supérieur que du fil du bas. La tension doit être identique sur les deux fils, supérieur et inférieur, de sorte que la même quantité de fil est utilisée dans chaque point. Si la tension est incorrecte, le point ne se rencontrera pas parfaitement au milieu des deux tissus, ce qui entraînera un point beaucoup plus faible. Cela est vrai pour les machines à point de verrouillage, à navette vibrante et à crochet rotatif. Ce qui en résulte, c'est beaucoup de friction. Vous pouvez imaginer que ce morceau de fil est tiré vers le bas et vers le haut plusieurs fois à chaque point. Ce qui a été développé, c'était en fait une rainure dans l'aiguille de couture ici pour réduire la friction entre le fil et le tissu pendant qu'il doit continuer à être tiré vers le bas pour aller autour du bobinage, puis être tiré vers le haut à nouveau lorsque la tension est rétablie. Cela a permis de réduire l'effilochage à la fois du fil et du tissu et d'obtenir un point plus propre. Pratiquement toutes les aiguilles de machine à coudre modernes ont une rainure d'un côté. Mais il manque encore un élément important. Après qu'un point a été fait, comment déplace-t-on le tissu? Dans les premières machines à coudre, le tissu était déplacé à la main après chaque point. Mais cela était évidemment lent, inefficace, et les points n'étaient pas espacés de manière identique. Plusieurs conceptions ont été essayées, mais la plus réussie a aussi été inventée par Allen B. Wilson. Son idée était une petite pièce de métal, le pied, qui appuierait sur le tissu. Lorsque l'aiguille n'est pas dans le tissu, une petite pièce de métal avec des rainures pousse vers le haut depuis le bas. Elle saisit le tissu puis recule d'une fraction de pouce, l'avançant jusqu'à l'endroit où le prochain point doit être fait. Cette conception est utilisée dans pratiquement toutes les machines à coudre d'aujourd'hui. On les appelle des griffes d'entraînement. Il existe des versions modifiées de cette idée, comme la machine à entraînement universelle utilisée pour la broderie au point de chaînette. Avec ce type de machine, il y a une manivelle sous la machine qui fait pivoter tout l'avant de celle-ci. D'accord.
Et ce pied de biche, il fera avancer le tissu sur 360 degrés. Donc, en ce moment, nous l'avons branché sur un moteur unique, mais à l'époque, ces câbles montaient jusqu'au plafond et étaient tous alimentés par un grand générateur. Un grand générateur à vapeur ou alimenté au charbon? Je suis sûr que les usines étaient très bruyantes. Il y avait un goupillon, nous les avons retirés simplement parce qu'ils ne sont plus nécessaires et ce que vous faisiez, c'était tirer vers le bas. Et cela engageait immédiatement la machine parce qu'elle tournait en continu grâce à un moteur unique. Comme aujourd'hui, quand on démarre une machine, on peut y aller progressivement, commencer doucement. À l'époque, elle tournait à environ 10 000 tours par minute. Tout de suite, il fallait être prêt. Oui. Ces femmes étaient des héroïnes. Je veux dire, elles avaient des compétences incroyables. Le nom le plus célèbre associé aux machines à coudre est celui d'Isaac Singer. Mais Singer n'a pas inventé la machine à coudre. C'était un homme d'affaires rusé, rachetant des brevets pour différentes pièces et construisant son entreprise sur cette base. Inspiré par les pièces interchangeables qu'il a vues dans la production d'armes à feu, il a optimisé le processus de production et son entreprise a pu réduire le prix des machines à coudre de $100 à environ $10. Cela correspond à un peu plus de $300 selon la valeur de 2023. Ce prix plus bas lui a permis de vendre les machines aux familles plutôt qu'aux entreprises. L'entreprise de Singer a également été l'une des premières au monde à proposer un plan de paiement par mensualité, permettant à l'acheteur de payer en plusieurs mois plutôt que de payer la totalité du prix d'un coup. Singer est devenue l'une des plus grandes entreprises du monde et la première entreprise multinationale américaine. Avant l'arrivée des machines à coudre, il fallait plus de 12 heures pour coudre une seule chemise. Aujourd'hui, cela prend moins de 30 minutes. En 1900, la famille américaine moyenne dépensait environ 15% de son revenu total pour les vêtements. En 2003, c'était moins de 4%. Mais malgré des dépenses moindres, nous possédons plus de vêtements. En 2019, le nombre moyen de vêtements possédés dans le monde était de plus de 130. Chaque année, 100 milliards de vêtements sont produits et, rien qu'aux États-Unis, 11,3 millions de tonnes de vêtements finissent dans les décharges, ce qui représente près de 35 kg de vêtements pour chaque homme, femme et enfant jetés chaque année. Mais devons-nous blâmer les machines à coudre? La machine à coudre est brillante. Inventée, itérée et améliorée par des dizaines de personnes. Elles ont vraiment révolutionné le monde. Il a suffi d'inventer une manière complètement nouvelle de coudre.